Les voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. Livre 1, chapitre 3. L'auteur divertit l'empereur et les grands de l'un et de l'autre sexe d'une manière fort extraordinaire. Description des divertissements de la cour de Lilliput. L'auteur est mis en liberté à certaines conditions. L'empereur voulut un jour me donner le divertissement de quelque spectacle en quoi ces peuples surpassent toutes les nations que j'ai vues, soit pour l'adresse, soit pour la magnificence. Mais rien ne me divertit davantage que lorsque je vis des danseurs de cordes voltiger sur un fil blanc bien mince, long de 2 pieds 11 pouces. Ceux qui pratiquent cet exercice sont les personnes qui aspirent aux grands emplois et souhaitent de devenir les favoris de la cour. Ils sont pour cela formés dès leur jeunesse à ce noble exercice, qui convient surtout aux personnes de haute naissance. Quand une grande charge est vacante, soit par la mort de celui qui en était revêtu, soit par sa disgrâce, ce qui arrive très souvent, 5 ou 6 prétendants à la charge présentent une requête à l'empereur pour avoir la permission de divertir sa majesté et sa cour d'une danse sur la corde, et celui qui saute le plus haut, sans tomber, obtient la charge. Il arrive très souvent qu'on ordonne aux grands magistrats de danser aussi sur la corde pour montrer leur habileté et pour faire connaître à l'empereur qu'ils n'ont pas perdu leur talent. Flimnap, grand trésorier de l'Empire, passe pour avoir l'adresse de faire une cabriole sur la corde au moins 1 pouce plus haut qu'aucun autre seigneur de l'Empire. Je l'ai vu plusieurs fois faire le saut périlleux que nous appelons le Somerset sur une petite planche de bois attachée à une corde qui n'est pas plus grosse qu'une ficelle ordinaire. Ces divertissements causent souvent des accidents funestes, dont la plupart sont enregistrés dans les archives impériales. J'ai vu moi-même 2 ou 3 prétendants s'estropier. Mais le péril est beaucoup plus grand quand les ministres reçoivent ordre de signaler leur adresse, car en faisant des efforts extraordinaires pour se surpasser eux-mêmes et pour l'emporter sur les autres, ils font presque toujours des chutes dangereuses. On m'assura qu'un an avant mon arrivée, Flimnap se serait infailliblement cassé la tête en tombant si un des coussins du roi ne l'eût préservé. Il y a un autre divertissement qui n'est que pour l'empereur, l'impératrice et pour le premier ministre. L'empereur met sur une table 3 fils de soie très déliés, longs de 6 pouces. L'un est cramoisi, le second jaune et le troisième blanc. Ces fils sont proposés comme prix à ceux que l'empereur veut distinguer par une marque singulière de sa faveur. La cérémonie est faite dans la grande chambre d'audience de Sa Majesté, où les concurrents sont obligés de donner une preuve de leur habileté, telle que je n'ai rien vu de semblable dans aucun autre pays de l'Ancien ou du Nouveau Monde. L'empereur tient un bâton, les 2 bouts parallèles à l'horizon, tandis que les concurrents, s'avançant successivement, sautent par-dessus le bâton. Quelquefois l'empereur tient un bout et son premier ministre tient l'autre. Quelquefois le ministre le tient tout seul. Celui qui réussit le mieux et montre plus d'agilité et de souplesse en sautant est récompensé de la soie cramoisie. La jaune est donnée au second et la blanche au troisième. Ces fils dont ils font des baudriers leur servent dans la suite d'ornements et, les distinguant du vulgaire, leur inspirent une noble fierté. L'empereur, ayant un jour donné ordre à une partie de son armée, logée dans sa capitale et aux environs, de se tenir prête, voulut se réjouir d'une façon très singulière. Il m'ordonna de me tenir debout comme un autre colosse de Rhodes,
mes pieds aussi éloignés l'un de l'autre que je les pourrais étendre commodément. Ensuite, il commanda à son général, vieux capitaine fort expérimenté, de ranger les troupes en ordre de bataille et de les faire passer en revue entre mes jambes, l'infanterie par 24 de front et la cavalerie par 16, tambour battant, enseignes déployées et piques hautes. Ce corps était composé de 3000 hommes d'infanterie et de 1000 de cavalerie. Sa Majesté prescrivit, sous peine de mort, à tous les soldats d'observer dans la marche la bienséance la plus exacte envers ma personne, ce qui n'empêcha pas quelques-uns des jeunes officiers de lever les yeux en haut pendant qu'ils passaient au-dessous de moi. Et pour confesser la vérité, ma culotte était alors en si mauvais état qu'elle leur donna l'occasion d'éclater de rire. J'avais présenté ou envoyé tant de mémoires ou de requêtes pour ma liberté que Sa Majesté, à la fin, proposa l'affaire, premièrement au Conseil des dépêches et puis au Conseil d'État, où il n'y eut d'opposition que de la part du ministre Skiresh Bolgolam, qui jugea à propos, sans aucun sujet, de se déclarer contre moi. Mais tout le reste du conseil me fut favorable, et l'empereur appuya leur avis. Ce ministre, qui était Galbet, c'est-à-dire grand admiral, avait mérité la confiance de son maître par son habileté dans les affaires, mais il était d'un esprit aigre et fantasque. Il obtint que les articles touchant les conditions auxquelles je devais être mis en liberté seraient dressés par lui-même. Ces articles me furent apportés par Skiresh Bolgolam en personne, accompagné de 2 sous-secrétaires et de plusieurs gens de distinction. On me dit d'en promettre l'observation par serment, prêté d'abord à la façon de mon pays, et ensuite à la manière ordonnée par leur loi, qui fut de tenir l'orteil de mon pied droit dans ma main gauche, de mettre le doigt du milieu de ma main droite sur le haut de ma tête et le pouce sur la pointe de mon oreille droite. Mais comme le lecteur peut être curieux de connaître le style de cette cour et de savoir les articles préliminaires de ma délivrance, j'ai fait une traduction de l'acte entier, mot pour mot. Golbasto momarem eulame gurdilo shafin muli uli ge, très puissant empereur de Lilliput, les délices et la terreur de l'univers, dont les États s'étendent à 5000 bloustrug, c'est-à-dire environ 6 lieues en circuit, aux extrémités du globe, souverain de tous les souverains, plus haut que les fils des hommes, dont les pieds pressent la terre jusqu'au centre, dont la tête touche le soleil, dont un clin d'œil fait trembler les genoux des potentats, aimable comme le printemps, agréable comme l'été, abondant comme l'automne, terrible comme l'hiver, à tous nos sujets aimés et féaux, salut! Sa très haute majesté propose à l'homme montagne les articles suivants, lesquels, pour préliminaires, il sera obligé de ratifier par un serment solennel. Premièrement, l'homme montagne ne sortira point de nos vastes États sans notre permission scellée du grand sceau. Deuxièmement, il ne prendra point la liberté d'entrer dans notre capitale sans notre ordre exprès, afin que les habitants soient avertis 2 heures auparavant de se tenir enfermés chez eux. Troisièmement, le dit homme montagne bornera ses promenades à nos principaux grands chemins et se gardera de se promener ou de se coucher dans un pré ou pièce de blé. Quatrièmement, en se promenant par les 10 chemins, il prendra tout le soin possible de ne fouler aux pieds les corps d'aucun de nos fidèles sujets, ni de leurs chevaux ou voitures.
Il ne prendra aucun de nos 10 sujets dans ses mains, si ce n'est de leur consentement. Cinquièmement, s'il est nécessaire qu'un courrier du cabinet fasse quelques courses extraordinaires, l'homme montagne sera obligé de porter dans sa poche le dit courrier durant 6 journées, une fois toutes les lunes, et de remettre le dit courrier, s'il en est requis, sain et sauf en notre présence impériale. Sixièmement, il sera notre allié contre nos ennemis de l'île de Blefuscu et fera tout son possible pour faire périr la flotte qu'ils arment actuellement pour faire une descente sur nos terres. Septièmement, le dit homme montagne, à ses heures de loisir, prêtera son secours à nos ouvriers en les aidant à élever certaines grosses pierres pour achever les murailles de notre grand parc et de nos bâtiments impériaux. Huitièmement, après avoir fait le serment solennel d'observer les articles ci-dessus énoncés, le dit homme montagne aura une provision journalière de viande et de boissons suffisante à la nourriture de 1874 de nos sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale et autres marques de notre faveur. Donné en notre palais à Belsaborak le 12e jour de la 91e lune de notre règne. Je prêtai le serment et signai tous ces articles avec une grande joie, quoique quelques-uns ne fussent pas aussi honorables que je l'eusse souhaité, ce qui fut l'effet de la malice du grand admiral Skiresh Bolgolam. On m'ôta mes chaînes et je fus mis en liberté. L'empereur me fit l'honneur de se rendre en personne et d'être présent à la cérémonie de ma délivrance. Je rendis de très humbles actions de grâce à Sa Majesté en me prosternant à ses pieds, mais il me commanda de me lever, et cela dans les termes les plus obligeants. Le lecteur a pu observer que, dans le dernier article de l'acte de ma délivrance, l'empereur était convenu de me donner une quantité de viande et de boissons qui pût suffire à la subsistance de 1874 Lilliputiens. Quelque temps après, demandant à un courtisan, mon ami particulier, pourquoi on s'était déterminé à cette quantité, il me répondit que les mathématiciens de Sa Majesté, ayant pris la hauteur de mon corps par le moyen d'un quart de cercle et supputé sa grosseur et le trouvant par rapport au leur, comme 1874 sont à 1, ils avaient inféré de la similarité de leur corps que je devais avoir un appétit 1874 fois plus grand que le leur, d'où le lecteur peut juger de l'esprit admirable de ce peuple et de l'économie sage, exacte et clairvoyante de leur empereur.